Bonjour Claude, Bonjour. je suis ravie de te retrouver. On s'est vu il n'y a pas longtemps parce que tu m'as fait l'honneur d'intervenir pour le clan des mamans Cap et d'animer un atelier sur le sommeil de l'enfant. Et Mhm. aujourd'hui, on se retrouve pour un tout autre sujet. Alors, juste avant de Même s'il y a démarrer, des liens, ouais, bien on sûr, il y a verra. des liens, tout à fait. Pour celles qui ne te connaissent pas, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est une vidéo cette fois qui est destinée à YouTube, sur ma chaîne YouTube, et que tu pourras partager aussi sur les réseaux sociaux. Claude Didier-Jean Jouveau, tu milites et tu es très active concernant le maternage et l'allaitement maternel depuis près de 40 ans et le bien-être des mères et des enfants. Plus que ça? Un peu plus, ouais. Un peu plus? Tu es Euh, d'ailleurs l'ex... je suis allée à ma première réunion de la Etcheling avant d'être enceinte de mon deuxième, Qui a quel âge? qui va avoir 40 ans. Ok, donc un peu Voilà, plus que 40 ans. un petit peu plus. Tu es animatrice de la Leche League France, tu es même ex-présidente de la Leche League France et tu es l'auteur de nombreux ouvrages concernant le maternage proximal et l'allaitement maternel. Mhm. Et récemment, tu as sorti aux éditions Jouvence, une édition quoi. Tu as écrit beaucoup de livres hein, pour Jouvence, hein. Oui, oui, oui. Développer l'empathie chez les enfants, qui est un petit livre, un petit bijou où des tas d'informations, une collecte énorme, hyper sourcée. Comme on disait tout à l'heure, juste avant l'enregistrement, tu as fait un boulot de recherche énorme concernant ce livre sur l'empathie. Qu'est-ce qui t'a amené à, à- à vouloir écrire sur l'empathie alors, dans les avant-propos que j'ai lus, c'est un dérivé de l'attention maternelle, l'empathie. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce livre? Alors, pour ce qui est du livre en particulier, il se trouve que j'ai écrit des articles sur l'empathie suite justement au documentaire dont je parle dans l'introduction, Entre toi et moi l'empathie, que j'avais vu en 2015. Et donc, il y avait des choses qui m'avaient passionné là-dessus. Et donc, j'avais écrit quelques articles sur ça pour la revue Grandir autrement, pour laquelle Oui, j'ai créé une rubrique régulière. Et j'avais mis les liens vers ces articles dans mes newsletters. Et le directeur des éditions Jouvence reçoit ma newsletter. Et c'est lui qui m'a dit: ah, ce serait intéressant de faire un livre là-dessus. Alors, au début, je me disais: oh, tout un livre. J'avais écrit 2-3 articles. Bon. Et puis finalement, bon, en creusant un peu, je me suis dit que oui, il y avait matière à écrire un petit livre dans la collection des petits pratiques. Alors, au niveau du titre, c'est l'éditeur qui a choisi le titre parce qu'il voulait absolument, il avait d'autres ouvrages sur l'empathie et il voulait absolument que ça soit centré sur les enfants. Toi qui as lu le livre, tu t'es bien rendu compte que ça parlait pas seulement des enfants, non. mais bon, voilà. Donc, je ne Fallait suis donner pas un angle. complètement d'accord avec le titre. Je trouve que c'est un peu de la publicité mensongère si on croit que c'est vraiment uniquement sur développer l'empathie des enfants, chez les enfants. Voilà. Fallait te caser dans la case éducation. Voilà, voilà, voilà. Dans la collection Enfants et enfants-famille. famille, enfants-famille. Voilà, c'est ça, Il exactement. fallait angler un petit peu, quoi. Voilà. C'est vrai Bon, que il y a du toute coup, une tu as partie écrit quand même souvent dessus Oui, oui, oui. dans Donc, Grandir autrement. j'avais écrit des articles là-dessus parce que, notamment ce documentaire m'avait vraiment passionné. Il y en a eu d'autres hein, sur l'empathie ou l'altruisme par la suite, qui ont tous aussi passionnants les uns que les autres. Et c'est vrai que bon, il y a quand même un lien avec mes sujets d'intérêt habituels, parce que, comme je dis, sans empathie, il n'y a aucune relation, et notamment le lien mère-enfant, parent-enfant. S'il n'y a pas d'empathie, rien ne se fait, quoi. Hein. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes, je ne sais pas si on abordera le sujet, sur le fait que même si effectivement, il semble bien qu'il y ait une empathie naturelle, spontanée, innée à la naissance, cette empathie a besoin à la fois d'être nourrie par la suite pour se développer, mais elle peut aussi être détruite. Mm.
quand justement ce lien ne se fait pas pour une raison ou pour une autre. Oui, d'ailleurs, juste pour introduire, avant d'ailleurs de nommer, il y a l'empathie affective et l'empathie cognitive, mais l'empathie tout court, c'est quoi, Claude? Ben, pour moi, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Mais c'est vrai que ça se développe un peu au cours des premières années de vie. Donc, il y a des choses qui... Mais si on devait la définir pour les personnes qui nous regardent et qui se disent, en fait, l'empathie, je ne connais pas sa définition exacte. Quelle est la définition de l'empathie? C'est le fait de ressentir les émotions, les sentiments de l'autre, en fait. Et bon, ce qui est passionnant aussi, je trouve, c'est que, bon, on a toujours écrit sur l'empathie, mais maintenant, on peut, disons, avec les progrès de l'imagerie cérébrale, des neurosciences et tout, vraiment voir ce qui se passe quand il y a empathie. Ça, je trouve ça passionnant. Oui, ce que j'aime beaucoup dans le livre, c'est qu'en plus, tu dissocies l'empathie de la sollicitude empathique, Mm, mm. qui amène l'altruisme, hein, qui a un découlé de la sollicitude empathie. Et ce que j'aime beaucoup aussi, et qui valide des intuitions et d'autres ouvrages hein, que j'ai lus, c'est que ça balaye le regard, la vision un petit peu néfaste de la préhistoire, des hommes sauvages, qui valide un peu la théorie de la loi de la jungle, la théorie du corps, qui, pour moi, altère les relations entre êtres humains et freine un peu l'évolution Tout à de fait. notre espèce Mm. pour un monde meilleur. Ça, dans le livre, il est fait mention de paléocompassion Mhm. parce que tout le regard qu'on avait, on se rend compte que l'empathie était très présente au temps de la préhistoire. Finalement, on a toujours cette idée que les personnes souffrant de handicap, les bébés souffrant de handicap, on les laissait mourir sur des Ouais. chemins bouffés par des loups, que les Les personnes vieux, on les handicapées envoyait mourir dans la montagne, tout oui. ça, oui, oui, oui. On revoit dans des films, hein, souvent. Hein, j'ai vu un film, il y a une série Viking il n'y a pas longtemps, on voit que voilà. Mais en fait, ce sont des a priori, d'après la recherche énorme et les livres, notamment d'une archéologue, une anthropologue de l'INRAP hein, que Mm. tu as cité, notamment sur l'accompagnement du handicap au temps de la préhistoire, c'est pas du tout ce qu'on s'imagine. Non, non. Et le soin aux personnes âgées aussi, plein de choses, effectivement. Bon, c'est assez récent, hein, ces recherches, parce que justement, ben, il y a l'analyse maintenant des ossements. Bon, il n'y en a pas tant que ça, hein, mais tout ce qu'on a trouvé, en tous les cas, montre qu'il n'y avait pas ni une hyper-violence, comme on pense des fois que c'était vraiment, effectivement, la jungle. Je crois que même la jungle, je ne suis pas sûre que ça soit Non, en plus, hyper il n'y a violent. pas du tout le cas en plus. Hein. J'ai vu une étude là-dessus, c'est pas le cas. Non, non. D'ailleurs, quand on voit les études qui sont faites sur les animaux, que je cite aussi dans Ouais. le livre, il y a beaucoup aussi de comportements qu'on pourrait appeler empathiques, hein, au moins chez certains animaux. Peut-être pas chez tous, mais chez certains, oui. En tous les cas, au sein d'une même espèce. Hein. Je ne Oui. parle pas entre le prédateur et Interespèces, la il se passe proie, des trucs quand quoique. même. Hein. Il y a une empathie interespèce dont tu fais mention quand même. Tu Oui, donnes quelques oui, exemples oui. hein, quand même. Pour en venir à la préhistoire, on se rend compte qu'il y a des soins qui étaient apportés aux Mhm, personnes souffrant. Il y a des maladies au niveau des squelettes. On se rend compte que certaines personnes n'auraient pas pu survivre sans l'aide du groupe, sans les soins apportés au groupe. On retrouve des ossements de parents et d'enfants souffrant de handicap, mais à un âge avancé, donc qui n'auraient pas pu survivre non plus sans les soins et qui sont ensemble dans les tombes. Et mhm. s'ils sont ensemble dans les tombes, ça signifie que de leur vivant, ils étaient accompagnés. Et c'est un regard nouveau qu'on porte aussi sur notre espèce, en fait. Mhm, Alors, on a balayé ce premier a priori sur sur la préhistoire. Et il y a une deuxième théorie qui est balayée, c'est celle de l'enfant considéré comme un être égoïste, mhm. qui est autocentré, qui est à la recherche seulement de son propre plaisir. Cette vision-là qui prédomine en psychologie infantile. Ça, il y a énormément d'études euh, Ouais. que tu mentionnes dans ton ouvrage qui balayent complètement ces idées reçues ou même très très tôt. Est-ce que tu peux nous en parler? Des études ont été faites sur des bébés. Alors là, on parle d'empathie affective, mais pas dupe. Hein. L'empathie chez les bébés est bien présente.
absolument. Et c'est ça que j'avais trouvé passionnant dans le documentaire dont je parlais, parce qu'il parlait justement de toutes ces études et il les montrait. On voyait vraiment l'expérience en train de se faire et c'était passionnant. Et notamment, par exemple, un bébé qui est sur les, ou un petit peu plus grand, qui voit par exemple un adulte en difficulté, entre guillemets, excusez-moi, et qui va spontanément aller l'aider à ramasser quelque chose ou à ouvrir quelque chose qu'il n'arrive pas à ouvrir, et des choses comme ça. Et il y en a même une où on a proposé une récompense aux enfants qui aidaient et d'autres à qui on n'a pas donné de récompense s'ils avaient aidé. Et dans un deuxième temps, on a refait l'expérience. Et en fait, c'était ceux qui n'avaient pas eu de récompense qui aidaient le plus. Ça, j'ai trouvé ça passionnant. Parce que Là, il y a une motivation intrinsèque en plus qui est intéressante. voilà. Et en fait, ce n'est pas du tout la carotte, finalement, qui marche, ni le bâton, évidemment. Ouais. Donc, ça montre bien qu'il y a vraiment quelque chose oui, intérieur qui pousse l'être humain à aider l'autre en difficulté. Ouais. Et le maternage favorise le développement de l'empathie. Tu en parles dans le livre. Non seulement ça favorise le développement de l'empathie de l'enfant, mais ça exacerbe la sensibilité de la mère en fait Tout à à fait. répondre aux besoins de son bébé. L'empathie, c'est primordial en fait. Et le maternage favorise l'empathie chez les deux, chez la mère et chez l'enfant qui, comme tu le dis, baigne dans un bain d'ocytocine aussi. Exactement. Est-ce que tu peux développer un peu cette idée? Alors, c'est vrai que bon, dans les explications, entre guillemets, de l'empathie, je pense qu'effectivement, l'ocytocine joue un rôle très important. Et chaque fois qu'il y a effectivement empathie, je pense qu'il y a des charges d'ocytocine chez l'un et chez l'autre. Et bon, c'est vrai que quand, par exemple, en situation d'allaitement, de la tétée au sein, c'est vraiment là un bain d'ocytocine, aussi bien pour le bébé que pour la mère. Et la preuve de ça, c'est que effectivement, quand il y a un manque d'empathie, on constate souvent aussi un manque d'ocytocine. Et je parle de ça quand je parle des personnes souffrant d'autisme. Oui. Voilà. Et donc, je ne sais plus si c'est dans ce documentaire ou dans un autre que j'ai vu, parce que bon, je finis par les mélanger, où on montrait justement des jeunes gens autistes qui s'étaient prêtés à une expérience. C'est-à-dire que d'abord, on leur montrait des visages humains et on observait où se portait leur regard. Et leur regard se portait jamais vers les yeux de la personne. On sait bien que c'est un des signes effectivement d'autisme quand les yeux ne regardent jamais les yeux de l'interlocuteur. Et donc on leur faisait après un spray d'ocytocine et on leur refaisait la même expérience de leur remontrer ces portraits. Et là, ils regardaient presque toujours la personne dans les yeux. Et donc ça, moi, j'avais trouvé ça, parce que c'est pareil, dans le documentaire, on pouvait vraiment voir ce qui se passait. Et je pense aussi que c'était assez bouleversant, aussi bien pour l'expérimentateur que pour les personnes qui s'étaient prêtées à cette expérience. L'ocytocine qui est une hormone de l'amour, je n'avais pas précisé Voilà. ça, et qui est indispensable, notamment dans l'allaitement, parce que sans Mmh. ocytocine, sans prolactine, sans lait, même dans les apprentissages, hein, sans ocytocine, sans dopamine, pas d'apprentissage, sans plaisir d'apprendre, on retient rien. Cette ocytocine, elle est fondamentale, en fait, cette hormone de l'amour dans toutes nos relations, L'adaptation dans sociale. notre vie. Ouais. Et les neurosciences affectives et sociales le démontrent bien, ou comme tu dis, grâce à l'imagerie cérébrale, on se rend bien compte de l'impact que ça a dans le développement du cerveau, notamment du cortex préfrontal, le cerveau émotionnel, comme on dit, qui est justement, plus il est mature, plus il favorise cette empathie cognitive, empathie mature dont tu parles dans le livre.
et qui permet de s'en servir toute notre vie, en fait. Et c'est une forme d'intelligence émotionnelle dont on a besoin pour être pleinement humain. Donc, je fais ma propre transition vers une partie du livre, quasiment la fin, hein, où tu expliques comment faire pour développer l'empathie. Parce que tu expliques aussi que parfois elle est brisée. Les violences éducatives ordinaires, la violence connue par les enfants altèrent une partie. La négligence aussi. La négligence aussi, les formes de violence. Hein, c'est pas toujours de faire quelque chose de mal. Un Ça besoin peut être de ne pas faire, ouais. qui peut aussi avoir des conséquences graves. Ouais. Sur l'empathie. Ouais. Mais que c'est aussi possible de la réparer, c'est aussi possible de l'alimenter un petit peu en la développant. Alors pour certaines personnes, malheureusement, c'est un peu foutu parce que les dégâts au niveau neuronal sont un peu graves. Mais je pense qu'il y a quand même toujours de une forme de l'espoir. résilience. Ouais. Je viens de lire un autre livre sur le cerveau, d'ailleurs, que m'a passé mon fils, et qui n'est pas tout récent, il doit dater de 2011 ou 2012, je pense. Mais c'est plusieurs de... Il y a Cyrulnik qui parle dedans, mais pas seulement, il y a plein de gens qui parlent dedans. Et il montre des effets, effectivement, de récupération, disons, même chez des gens vraiment très, très abîmés, des enfants très abîmés. Je sais pas si tu connais, par exemple, le truc qui a été fait sur des enfants trouvés dans des orphelinats en Roumanie, juste au moment de la chute de Ceausescu. Et ces enfants étaient dans un état, je dirais, ils restaient enfermés dans leur lit à barreaux pratiquement toute la journée sans rien, enfin vraiment rien. Et donc on a fait des radios ou des IRM de leur cerveau, et je veux dire, c'était un peu le désert, enfin, au niveau connexion et tout ça. Et donc ces enfants étaient pris en charge dans des familles d'accueil. Enfin, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais en tous les cas, on a essayé de réparer un peu les choses. Et au bout de, je ne sais pas, quelques années, quand on a refait des examens de leur cerveau, eh ben, ça avait, entre guillemets, comme repoussé. Enfin, Ça, c'est la magie de la plasticité cérébrale. Hein. Exactement. Et notre cerveau évolue constamment et ça donne énormément d'espoir. Ouais. Pour beaucoup de mamans, le maternage, c'est une forme de résilience, ça permet de créer de nouvelles connexions. J'en fais partie, hein, de se reconnecter à soi et de continuer de faire évoluer notre cerveau. Et ça permet de se dire que même pour les grands-parents, c'est pas foutu. Pour les personnes plus âgées, la plasticité cérébrale, c'est toute la vie, en fait. Et on peut créer de nouvelles connexions toute notre vie. Et ça, c'est magique. Je trouve ça exactement, c'est magique. Et de lire ce livre-là tout récemment, ça m'a encore émerveillée. Ouais. Ah ouais, moi je suis émerveillée. Déjà, avoir lu ton livre, alors voilà. Si vous voulez en savoir plus, Claude parle aussi de l'empathie chez les plantes. J'ai cette image des parents arbres qui nourrissent leur bébé arbre. C'est peut-être mon petit côté fleur bleue, mais j'ai bien aimé. Là aussi, il y a un documentaire là-dessus, hein, sur les arbres, qui est passionnant, pareil. Ouais. Un livre aussi, mon mari là, et je ne l'ai pas lu encore, mais ça me fait vraiment envie de le lire. Je ne sais pas si c'est à propos de ce livre ou de ce documentaire que quelqu'un avait titré les arbres allaitent leur bébé, ou je sais pas. D'accord. Et ben, on reste dans le care, on reste dans le soin, en passant justement de l'empathie à la sollicitude empathique. Pour un monde meilleur, on a tous besoin que l'empathie soit développée chez tous. Et je te remercie vraiment, Claude, du coup, pour cet ouvrage qui est une mine d'or et qui est hyper sourcé. Tu as fait un travail de recherche énorme. Donc, je vous encourage, vous qui me regardez, à vous procurer le livre pour en savoir plus. Il y a plein d'outils concrets en plus à la fin pour développer son empathie en tant qu'adulte aussi. Et en ça, il a beaucoup, beaucoup d'intérêt d'un point de vue théorique et d'un point de vue pratique aussi. Merci. Merci beaucoup, Claude. Et je te dis à bientôt. À bientôt.